Allô, c'est Karine du blog Mon Point Lecture et aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mes 2 dernières semaines de lecture. Pour 2016, je m'étais donné le défi de lire moins. En fait, j'ai fait des idées de grandeur. Je voulais lire des livres qui étaient forts, grands, vous imaginez les majuscules ici, significatifs, des livres qui me feraient passer des moments extraordinaires. Et pour ça, il fallait que je lise exactement ce que j'avais envie de lire au moment où j'avais envie de le lire. C'est ce que j'ai décidé de faire. Bon, ça a fonctionné, des fois oui, des fois non. Mais quand même, vous allez voir ce que j'ai pu lire ces 2 dernières semaines. J'en ai donc profité pour sortir La vie rêvée d'Ernesto G, qui est de Jean-Michel Guénassia, ou Guénassia, je ne sais pas trop comment le prononcer, et qui m'avait été offert par mon amie Yuyin il y a de cela 2 ans et demi, parce qu'elle avait adoré ce roman-là. Et là, avant de me faire du vent comme ça, et de mettre encore plus de statique dans mes cheveux, je vais le remettre ici. Donc, c'est quand même un gros roman, comme vous pouvez le voir, et c'est une histoire vraiment, vraiment très intéressante. C'est l'histoire de Joseph. Alors vous direz, lui et Ernesto G dans tout ça, il va arriver. Ça a même été mon petit coup de cœur du roman, ce personnage qui arrive alors que je l'avais complètement oublié. Joseph qui est né à Prague, on est début du siècle. Donc Joseph va vivre tous les bouleversements de son siècle. C'est l'histoire d'un siècle. C'est l'histoire d'un beau rêve aussi qui est tombé. Joseph commence à Prague, il s'en va à Paris, ensuite il va dans le nord de l'Afrique pour revenir à Prague. On est après la Seconde Guerre mondiale et à Prague, on est derrière le rideau de fer, qu'on n'appelait pas encore le rideau de fer, parce que pour les habitants, c'était le début d'une grande aventure et d'un rêve qui se voulait merveilleux, c'est-à-dire le communisme, où toutes les personnes seraient égales, où toutes les personnes auraient les mêmes droits, où toutes les personnes seraient heureuses. Bon, on connaît l'histoire, on sait que c'est pas comme ça que ça a tourné, et on voit avec ces personnages-là la grande désillusion qui a suivi ce beau projet et ses rêves de grandeur. Donc, on va suivre le personnage de Joseph tout au long de ces années-là. On va le voir évoluer, on va le voir faire des rencontres, on va voir passer des gens dans sa vie, certains pourraient rester, d'autres non. On va voir des gens disparaître aussi. C'est une histoire qui est grande et qui s'inscrit dans la grande histoire également. Et j'adore quand la petite et la grande histoire s'entrecroisent de cette façon-là. C'est un roman où j'ai pas senti les pages se tourner. Oui, c'est long, là, mais ça se lit tout seul. Et on veut vraiment savoir ce qui va arriver, où cette fresque historique-là va nous amener. Donc, merci Laurence, je pense que sans toi, je ne serais jamais tombée sur ce roman. Et j'en suis ravie. Autre roman que j'ai lu Les Maisons de Fanny Britt, qui est une auteure québécoise. En fait, j'en entendais parler depuis un bon moment, et un jour, j'étais chez une amie, et je l'ai vu sur la table du salon. Du coup, je l'ai pris juste pour le feuilleter comme ça, puis en fait, ils m'ont perdu pour la soirée. Voilà. Il ne faut pas s'en faire, ils sont habitués, ils connaissent ce genre d'extravagance de ma part, ils savent que c'est un risque si on laisse traîner un livre. Donc, c'est sa faute en fait, si j'ai été si antisociale. Et non seulement j'ai été antisociale, mais je suis partie avec pour leur lire une autre fois. Donc, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire, j'ai beaucoup aimé cette plume-là, qui est incisive, qui est parfois mordante et parfois extrêmement touchante. C'est une narration qui est remplie d'autodérision, remplie d'autocritique, et vraiment ce que j'ai aimé, c'est cette dualité-là qui nous est exposée tout le long du roman, c'est-à-dire la différence entre la façade et ce qu'il y a derrière cette façade-là, autant dans les maisons que chez les gens en fait. C'est l'histoire de Tessa. Tessa a 37 ans, elle voulait devenir chanteuse lyrique, elle est agent d'immeuble. Elle croyait à 20 ans avoir rencontré le grand amour de sa vie en la personne de Francis, et là elle ne l'a pas vu depuis 15 ans. Donc, c'est une femme qui, en apparence, respire le bonheur. Elle a 3 beaux enfants qu'elle aime d'amour et c'est une femme qui aime tout au long de cette histoire-là, malgré ces 3 jours qui vont bouleverser son quotidien. Pendant ces 3 jours-là, en fait, il commence alors qu'elle réalise qu'elle pourrait revoir Francis, où elle aurait l'occasion justement de vivre ce qu'elle voulait vivre à 20 ans. Tessa et moi, on a des vies tout à fait différentes, on a des ambitions tout à fait différentes, mais je me suis tellement reconnue dans cette femme-là. J'ai reconnu plusieurs de mes amis aussi, parce que je pense que quand on arrive à un certain âge certain, voire même, c'est sûr qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que je suis devenue ce que je voulais être? Est-ce que là où je suis rendue, c'est là où j'aurais pensé être dans mon adolescence ou au début maintenant? Bon.
Des fois c'est oui, mais souvent c'est non. Et la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que je suis bien là où je suis ou est-ce que je change quelque chose? C'est cette question-là que Tessa va se poser. Il y a beaucoup d'humour, mais d'humour un peu pince sans rire, parce que Tessa, elle est loin d'être tendre envers elle-même et envers sa vie. Mais il y a aussi beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour. C'est une histoire de famille, il y a des deuils. Et tout au long de ce roman-là, c'est ces 3 jours-là, mais qui sont entrecoupés de tout plein de flashbacks, de moments qui ont semblé importants sur le coup, de moments qui ont semblé importants par après. Et ça nous fait vraiment connaître ce personnage-là qui est tout sauf unidimensionnel. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai senti que Tessa, ça aurait pu être une amie. Et j'ai vraiment aimé ce roman-là. Ça se lit tout seul et c'est très agréable à lire. Un autre roman qui a été un petit peu moins une réussite, celui-là, ça a été Une vraie famille de Valentin Musso. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, que je vais mettre quelque part ici, qui me l'avait conseillé parce qu'elle l'avait adoré. Elle avait d'ailleurs fait une vidéo 3 minutes pour un coup de cœur et c'était très alléchant comme lecture. Il faut savoir que je lis presque pas de polars ou de thrillers parce que j'ai une malédiction. Et là, imaginez le M majuscule, parce qu'elle est vraiment vraie, cette malédiction. Je devine toujours tout, mais vraiment tout. Je vois tout venir, je vois tous les indices, je vois les fils se tricoter et se tricoter. Et bref, je suis jamais surprise. Du coup, c'est difficile quand on n'est jamais surprise de créer une ambiance et de ne pas se dire à tout bout de champ, bon, okay, bon là ça va arriver. Ah ben oui. Arrête de faire semblant, là c'est évident que c'est ce qui va arriver. Bref, c'est ce que je me disais tout au long de ma lecture. C'est l'histoire d'un couple cinquantaine, je crois, ou soixantaine. En fait, c'est l'histoire de François et de Mathilde qui sont retirés en Bretagne, à la campagne. Il y a eu un incident tragique dans la vie de François et ils sont en train de reprendre pied tranquillement. Et un jour, ils vont engager Ludovic, qui est un jeune homme, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop qui il est, et il va se rendre très utile pour le couple, il va faire des rénovations, et il va s'intégrer à leur vie au point tel qu'il va emménager chez eux le temps des rénovations. Bien entendu, ça va inquiéter les gens autour d'eux. Et c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter, c'est ce huis clos-là, en fait, ce presque huis clos, parce qu'il y a quand même des personnages externes qui vont entrer et sortir de temps en temps. Comment expliquer? J'aime certains romans à suspense, mais pour ça, il faut soit une écriture magistrale, soit une atmosphère vraiment réussie, une construction génialissime, ou encore, j'aime ça apprendre quelque chose quand il y a des époques vraiment bien recréées. Ici, ça n'a pas nécessairement été le cas. Pour la plume, j'ai trouvé ça quand même assez simple, assez plat. Il faut dire que à côté, je lisais Proust. Alors, on s'entend qu'il y a 3 océans de décalage entre les deux. C'était difficile pour moi d'apprécier. Et bien, comme je voyais tout venir, l'atmosphère, ça ne l'a pas fait, vraiment pas. Et bien, c'est une construction qui est avec différents narrateurs, mais quand même assez souvent vue. Donc, rien de très surprenant de ce côté-là. C'est pas une lecture qui est détestable, mais pour moi, c'était une lecture qui a été vraiment so-so. Donc, je vous renvoie à la vidéo de Séverine si vous avez envie de tenter le coup, parce qu'il y a plein de gens qui ont aimé. Mais moi, je suis une grosse vilaine quand il est question de roman à suspense. Mais c'est pas ma faute, c'est à cause de la malédiction. Voilà. 4e roman que j'ai lu, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, j'en étais à La prisonnière, c'est-à-dire le 5e tome de À la recherche du temps perdu de Proust. Je dois avouer qu'à date, c'est le tome que j'ai quand même le moins aimé. En fait, surtout le début. Ensuite, ça s'est arrangé. Mais au départ, j'ai trouvé ça un peu long et surtout, j'ai énormément de difficultés à comprendre l'essence de la relation entre le narrateur et Albertine. Et c'est pas qu'il en parle pas, hein, parce qu'il en parle. C'est une relation qui m'apparaît tellement malsaine, tellement difficile à définir. Il appelle ça des fois de l'amour, des fois de la jalousie. Ça ressemble souvent à de la possession et elle est prise dans tout ça et elle est soumise parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, elle est préambirnificotée dans toutes ces histoires de mensonges. Et quand on est avec eux, c'est extrêmement difficile d'être empathique à ces personnages-là parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Lui est d'une jalousie extrêmement maladive. Hein? Quand on a lu le début du côté de chez Swann, dans Un amour de Swann, on voit la jalousie assez maladive de Swann pour Odette. Ben, c'est encore le cas ici, fois 10 000. Il est vraiment obnubilé par l'idée de garder Albertine sous sa coupe, l'empêcher de voir telle personne, telle autre personne, et il devient terriblement mal quand il pense que peut-être elle a pu penser avoir une autre personne. Donc, cette partie-là du roman
c'était un petit peu plus difficile pour moi. Pas que c'était mal écrit, parce que c'est encore une fois merveilleusement écrit, mais des fois j'avais le goût de le secouer, mais plus que d'habitude. Quand on arrive à la dernière partie du roman, entre autres pendant la soirée chez les Verdurins, là, ça prend un tout autre tour et j'ai adoré cette partie-là. Entre autres, la partie où il parle de l'écoute du 7 tueurs de Vinteuil, où il décrit la musique avec tellement d'émotions. J'ai trouvé ça tellement beau. Et ceux qui me connaissent savent que la musique classique, ben, ça me fait souvent pleurer. N'est-ce pas, mon amie Fabienne, qui était morte de rire à me voir dans la Sainte-Chapelle pendant un concert, pleurant toutes les larmes de mon corps. Faut pas se poser de questions. Donc, cette partie-là est super belle. Et ensuite, on arrive à une autre partie où il arrive des choses pas très agréables à M. Charlus. Et là où j'avais vraiment physiquement envie de secouer Madame et M. Verdurin, que je trouve terriblement drôle d'un côté, mais terriblement détestable d'un autre côté. Là, je les aurais battus. C'est pas une blague, je les aurais battus. Certes, dans ce roman-là, il y a quelques petits trucs au niveau chronologie, il y a des personnages qui ressuscitent des fois, mais mon amie Delphine m'a dit que c'était parce que Proust n'avait pas eu le temps de se relire. Donc ça explique ces petites choses, mais sincèrement, il faut être comme moi et tout voir pour le marquer, là, parce qu'autrement, ça peut quand même assez bien passer. Donc, je vais continuer mon exploration de cette fameuse recherche. Il me reste 2 tomes, et le prochain, ça va être Albertine disparue. On va maintenant passer aux bandes dessinées. Donc, j'en ai lu 4, en fait, 2 d'une même auteure et 2 tomes d'une série jeunesse. Je vais commencer par celui-ci. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes de Amulette. Ça a été écrit par Kazuki Buishi. Excusez la prononciation étrange. Et c'est middle grade, comme ils disent en anglais. Donc, moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est une bande dessinée qui est extrêmement cinématographique. C'est un vrai récit d'aventure et on sent qu'il y a plein de choses qui se cachent derrière l'histoire qu'on nous raconte. Donc, c'est l'histoire de 2 jeunes enfants qui déménagent dans une nouvelle maison, en fait, qui est une ancienne maison familiale, suite à la mort de leur père. C'est arrivé quelques années avant. C'est le début, je spoil rien, c'est le tout début, c'est cette scène-là. Et ils entendent des drôles de bruit et leur maman descend à la cave pour se faire kidnapper par une grosse bête. Et ils vont partir à la recherche de leur mère pour essayer de la sauver à l'aide d'une mystérieuse amulette qui semble avoir choisi la jeune fille, est-ce que ça paraît que j'ai oublié son nom, pour maîtresse et avec laquelle elle doit lutter pour garder le contrôle. Donc, c'est une histoire avec plein de rebondissements. C'est une péripétie après l'autre. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Si vous voulez voir les planches, j'ai aucune idée de ce que ça donne. C'est bien détaillé, ça nous amène complètement ailleurs et ça va surtout nous amener dans un autre monde où ils vont devoir faire face à toutes sortes de dangers avec l'aide d'étranges créatures qui ont été fabriquées par un aussi étrange arrière-grand-oncle qui a mystérieusement disparu. Donc, le tome 1, qui est le gardien de la pierre, et le tome 2, qui s'appelle La malédiction du gardien de la pierre, que j'ai lu tous les deux. J'ai parlé juste de celui-là sur le blog. Je devrais parler de celui-là quand je vais parler du reste de la série, parce que depuis, ben, je suis allée récupérer le reste pour pouvoir la lire. J'ai lu 2 autres bandes dessinées de Alison Bechdel, qui sont des mémoires autobiographiques. Donc, il y a 2 tomes. Le premier qui parle de son père, qui s'appelle Fun Home, et le deuxième qui parle de sa mère, qui s'appelle C'est toi ma maman. Donc, je les ai rapportés à la bibliothèque, du coup, je ne les ai pas entre mes mains. Dans le premier des 2, dans Fun Home, en fait, Fun Home, ça peut être pris comme maison amusante, mais c'est surtout, dans ce cas-là, un salon funéraire, hein, Funeral Home. C'est l'abréviation qu'ils utilisent gentiment dans la maison. Et c'est là où travaille son père. Donc, Alison, elle a été élevée dans cette maison funéraire-là, au sein d'une famille qui était quand même assez particulière. Je dis au sein d'une famille, hein, au sein d'une famille, qui était quand même assez particulière. Le papa dont on avait un peu peur parce qu'on ne savait jamais quelle crise de colère il allait faire. La maman qui était effacée dans tout ça, mais qui semblait vraiment souffrir de la situation. On découvre assez rapidement que son père avait un secret, c'est-à-dire qu'il avait également des relations homosexuelles. Et quand Alison va, elle,
faire son coming out et dire qu'elle est lesbienne, mais ça va être tous les changements que ça va amener dans la famille. Je sais que j'en parle très très mal. Je suis à peu près la seule à avoir aimé. D'après les commentaires sur le blog, tout le monde a trouvé ça tellement très 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 égocentré. Et c'est vrai, là, c'est dans l'auto-bio pur et limite thérapeutique. Mais moi, ça m'a quand même beaucoup plu. J'ai surtout aimé l'évolution du regard de la fille par rapport à son père, à mesure qu'elle grandissait, à mesure qu'elle faisait ses propres expériences. C'est aussi l'histoire d'une personne qui tente de se libérer du poids de son passé, comme souvent dans ce genre de bande dessinée-là. Et ben moi j'ai aimé ça. En fait, la raison pourquoi j'ai tant aimé ce livre-là, c'est que ça parle beaucoup de Proust dedans. Ça parle aussi de Ulysse de James Joyce. Et il y a beaucoup de références à la littérature dans le roman et de littérature que je connais. Du coup, je pense que c'est venu me chercher davantage à cause de ça. Et je ne veux même pas savoir combien de fois je vais être obligée de couper, parce que je parle de ce roman-là à tort et à travers depuis 10 minutes, c'est n'importe quoi. Je vais changer, je vais passer à l'autre roman graphique, c'est-à-dire C'est toi ma maman, le deuxième tome, que j'ai quand même beaucoup moins aimé. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur réglait ses comptes avec sa mère. Et moi, les règlements de compte en public, j'ai toujours un petit peu de mal. C'est beaucoup plus ardu aussi, parce qu'ici, on parle de psychanalyse. Et moi et la psychanalyse pure et dure, c'est pas toujours facile. J'ai une relation mitigée par rapport à ça. Mais j'ai quand même reconnu dans l'évolution du personnage et dans sa façon de devenir extrêmement égocentré, ce qui se passe quand les gens sont en thérapie. J'ai 3-4 amis proches qui ont eu des thérapies dans leur vie et je lisais ça et j'avais l'impression de les entendre. C'était pareil. Fait que pour ce côté-là, j'ai pas détesté. Mais j'ai tellement de difficulté à être d'accord avec certaines choses qui se disent. Peut-être que c'est parce que je comprends rien. Il faudrait que mes amis qui sont psychanalystes, parce que j'en ai, m'expliquent là, parce que probablement qu'elles avaient raison, mais l'idée de vouloir tout ramener à la faute de la mère, ça me tapait sur le système, et ça me tapait sur le système, c'était incroyable. Donc c'est un méta-album, parce que ça parle de la création de cet album-là, et ça parle aussi de la réception du premier album dans sa famille. Mais les références qu'il y a derrière m'ont quand même beaucoup moins rejointes que dans le premier tome. Proust versus Freud, pour moi, il n'y a pas de photo. Finalement, j'ai lu 3 albums, les 3 albums de la sélection de ce mois-ci chez Scholastic. Donc, j'ai lu Joyeuse Saint-Valentin, Grognon-Stein. Grognon-Stein, je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est un petit bonhomme qui est toujours grognon, qui dit toujours non. En fait, avec mes cocos, je suis orthophoniste avec des petits cocos, je profite de Grognon-Stein pour lui faire faire le gros vilain son selon le son que l'enfant a à travailler. Du coup, ça me plaît vraiment. Alors, si vous pouvez voir, ici, quand on lui donne des bobettes avec des cœurs, Grognon-Stein, il fait supposé faire arc. Mais moi, je fais O, I, A, bou, whatever, dépendant de ce que l'enfant a besoin de travailler. Donc, il n'est jamais content, Grognon-Stein. À la Saint-Valentin, il trouve ça terriblement quétaine, il n'aime pas ça. Jusqu'à ce que il rencontre une autre petite grognonne qui aime la Saint-Valentin tout autant que lui. Vont-ils l'aimer ensemble? Bref, c'est cute et moi, ça me plaît beaucoup, cette série-là. C'est de Samantha Berger et c'est illustré par Dan Santat. Et je le trouve vraiment drôle, le petit bonhomme. Mais vraiment. Autre album que j'ai lu, ce sont les lézards verts contre les rectangles rouges. Donc, ce sont des lézards, beaucoup de lézards, qui se battent contre des rectangles. Beaucoup de rectangles. Donc, le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils se battent. Ça donne lieu à des scènes de bagarre que les enfants adorent. Ils aiment toujours ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et ils devaient être vraiment tannés de dessiner des lézards et des rectangles parce qu'il y en a vraiment full. Je ne vais pas vous montrer le punch quand même. Donc, dans les scènes de bagarre, vous voyez, il y en a tout plein. Donc, moi, j'en profite pour faire décrire les positions des lézards aux enfants. Celui-ci a la tête en bas, celui-ci, il monte en haut, celui-ci, il tient fort la queue de l'autre lézard, celui-là a sa queue retroussée. Non, je vais peut-être pas dire ça. C'est moins pas volontairement. Oh mon Dieu. Ok. Donc, on va revenir à
nos moutons, plutôt à nos lézards. Il y a une finale qui est vraiment drôle. En fait, je suis vraiment certaine que l'auteur avait ça en tête dès le début. Moi, j'ai trouvé ça tout mignon. Mais les cocos à qui je l'ai lu, eux autres, ont dit qu'en fait, c'est les lézards qui avaient gagné. Parce qu'ils avaient soumis les rectangles. Et qu'il allait avoir une autre guerre. Parce que les rectangles étaient méchants, ils n'allaient pas supporter. Bref, pour eux, le but de l'histoire a été un petit peu moffé, mettons. Dernier album, c'est Le Puits de l'Espoir et c'est de Eric Walters. Moi, c'est celui-là que j'ai le moins aimé, même si c'est un album qui a des belles notes un peu partout. En fait, c'est un style qui me convient plus ou moins. C'est l'histoire de jeunes garçons qui sont dans un orphelinat en Afrique et qui se font un jour rabrouer en allant chercher de l'eau, en disant « Vous ne prendrez pas de notre eau, vous n'êtes pas d'ici ». Et il y a un projet qui se passe à l'orphelinat et les petits garçons, dans leur grande bonté, ont une idée qui est super géniale. C'est cute, et en plus c'est une histoire vraie, du coup c'est important que les enfants soient au courant de cette situation-là. Sauf que moi j'ai trouvé ça un peu preachy, puis ça m'énerve, les personnages trop gentils. Fait que du coup ça a plus ou moins fonctionné avec moi. Puis pour l'utiliser avec les enfants, ben, le problème c'est qu'il y a beaucoup de textes, donc j'adapte vraiment beaucoup. Et des fois les émotions qui sont expliquées là-dedans, je travaille avec des tout petits, ben c'est difficile à expliciter pour qu'ils les comprennent. Par contre, les images, comme vous voyez, les images qui représentent l'Afrique, elles sont super belles. Et ça, c'est vraiment une des qualités de cet album-là. C'est pas la première fois qu'on nous présente un album de cet auteur-là chez Scholastic, mais moi, c'est pas pour moi, c'est pas mon genre, en fait. Donc, c'était tout pour mon mois de janvier. J'ai de la misère avec la statique de mes cheveux. Et je devrais revenir dans une semaine ou deux. En fait, je sais pas quand je vais avoir le temps de m'asseoir pour tourner parce que ma vie est folle, mais agréablement folle. Donc, ben, à bientôt et bye bye.